Ok, j'aime bien les mauvaises blagues. Du coup, bon, je vous ai rickrollé un petit peu, mais au moins je vous ai réveillé et ça c'est cool. Non, donc du coup on va effectivement parler d'implémentation de design system au-dessus de Angular Material. Donc dans l'agenda déjà on va voir qu'est-ce que c'est qu'un design system, comment on implémente un design system, les trade-offs qu'on a fait chez Criteo, parce qu'il faut savoir que c'est un talk où je vais dire du mal de ma société. Donc c'est quelque chose d'assez rare, qu'on fait très peu. Non, mais je vais vraiment parler en fait des choses qu'on a mal fait, où on est conscient de mal les avoir fait, mais expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça comme ça. Et après, je vais quand même aussi donner des tips and tricks pour que si vous êtes amené à être dans la même situation, vous ayez des outils pour avoir des choses qui ne sont pas prévues par la documentation d'Angular Material, mais qui permettent quand même de s'en sortir de façon pas trop mal. Alors je m'appelle Sylvain Dedieu, je suis Senior Software Development Engineer chez Criteo dans une équipe qui s'appelle UI Foundation. On est en charge du Criteo Design System, donc la librairie de composants qui est utilisée par tous les front-ends chez Criteo. On est aussi en charge du Generic Shell, c'est ce qui permet en fait d'avoir toutes nos applications qui fonctionnent sous forme de micro front-end. Et du coup qui sont chargées au sein de 3 shells différents parce qu'on a 3 grosses plateformes. Et on gère aussi pas mal d'autres choses relatives au front-end. Et on est aussi amené des fois ponctuellement à travailler dans les équipes qui sont plus business en renfort pour partager les bonnes pratiques autour d'Angular. Je fais quand même pas mal de confs en tant que speaker, peut-être que certains m'ont déjà vu dans les Devox et DevFest, ce genre de choses, le Snowcamp à Grenoble. Je suis aussi enseignant à l'université de Grenoble, j'enseigne une UE sur Angular. Et je suis sur les sociaux. Alors je pense que je n'ai pas mis le principal sur lequel je suis en ce moment, c'est Strava, et je ne parle pas du tout d'Angular. Mais bon, sur LinkedIn, envoyez-moi des messages, je réponds quand même. Si jamais vous voulez les slides de la presse, j'ai le QR code qui est là, et de toute façon, vous pourrez le récupérer plus tard, si vous voulez, je vous le remettrai à la fin. C'est plus pour suivre en live. Je ne sais pas si toutes les slides sont responsives, donc peut-être que... Voilà. Et on va commencer, donc, j'ai oublié de mettre le chrono. Voilà. Qu'est-ce qu'un design system et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un design system? Alors, un design system, peut-être que vous vous dites, ok, je vois un peu ce que c'est parce que j'ai utilisé Bootstrap par le passé ou j'utilise Angular Material. Donc en fait, c'est une librairie qui me donne des composants et je les utilise. Ils ont déjà une tête, voilà, ils ont un radius comme ça, ils ont un espacement de temps. Et pour moi, un design system, c'est ça. Et en fait, c'est à demi vrai. Un design system, c'est un set de Lego, de building blocks qu'on peut mettre ensemble pour arriver à faire une UI, mais c'est surtout une spécification de standard de comment on utilise ces blocs les uns avec les autres. Ça, c'est important dans notre cas chez Criteo. Donc par exemple, si vous allez sur M3.io, donc la spécification de matériel, qui est un design system qui a été pensé à la base pour Android, pour mobile, vous allez voir en fait typiquement le bouton, là il y a différents boutons qui ressemblent à ça, le fab, le fil, le texte, etc. Mais surtout, vous allez aussi trouver des documentations, une partie de la documentation qui vous dit, mais en fait pour que ce soit un bouton valide, il faut que j'ai un espacement en X de 24 pixels, si jamais j'ai pas d'icône, ou de 16 pixels si jamais j'ai une icône. Je vais aussi avoir une hauteur de bouton qui est forcément sur 40 pixels. Si jamais vous faites un bouton qui a la même tête, mais vous avez 32 pixels de hauteur, théoriquement, c'est plus un bouton matériel. Vous avez aussi des explications de voilà, ces boutons-là, comment est-ce qu'ils sont censés être utilisés à l'intérieur d'autres composants, typiquement une card. Donc c'est valide d'utiliser des boutons comme ça, field ou stroke à l'intérieur de card. Il faut qu'ils prennent tout l'espacement horizontal qui est disponible. Par contre, en mettre deux, donc un texte et un fil l'un sur l'autre comme ça, et ça c'est pas matériel compatible. Donc voilà, un design system, c'est pas que un set de composants. Et donc chez Criteo, nous aussi, on a nos boutons, on a nos règles de spécification qui disent, voilà, un bouton, ça ressemble à ça, l'espacement, il est de temps. Et c'est pareil, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Le texte qui est à l'intérieur, il doit avoir qu'une seule capitale au début.
quand on utilise un bouton dans une card, eh ben, c'est plutôt un action bouton qui se met en bas à droite, etc. etc. Alors pourquoi chez Criteo on a besoin d'un design system? Comme je l'ai dit, en fait, mon équipe, on est en charge des outils qui servent à faire du micro-front-end, parce que toutes nos applications chargent au sein d'une même plateforme, au sein d'une même application. Donc ça, c'est une application, enfin une page d'une application qui s'appelle Campagne, qui est chez nous et assez importante. Et en fait, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que en fait, la partie en vert, c'est le shell. La partie en orange, c'est l'application Campagne. La partie en violet, ça va plus être les notifications, donc c'est une autre application encore. La partie bleue, là, le chat, c'est pareil, c'est encore une autre application. Et donc en fait, tout ça sont maintenus par des équipes différentes qui ont leur scope. Et donc quand ils vont faire leur front, ils ne vont pas forcément voir les autres applications qui sont à côté. Et une fois que ça sera déployé en pré-production, c'est là qu'en fait on va voir si jamais tout coordonne bien visuellement, correspond bien à ce qu'a fait le copain. Alors, on peut le voir, on a des moyens de le voir en local, mais de base, voilà, si jamais je travaille vraiment en standalone, je ne vois pas forcément ce qu'ont fait les autres teams, et si jamais ça matche bien. Et chez Criteo, on est une boîte qui est plutôt back-end. On traite 1000 milliards de requêtes HTTP par jour, je crois. C'est par jour ou par seconde, je ne sais plus, c'est tellement démentiel en fait. Donc en fait, tout ça pour dire que la force de notre business, elle est plutôt sur le back. Donc on a des ingénieurs qui ont fait du front depuis longtemps, qui étaient plutôt back-end que front-end. Donc je parle de gens qui font du front-end comme ça. Et avec des gens qui font ça, en fait, si jamais vous ne mettez pas en place un design system, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, petite démo. Bien sûr, je n'ai pas ouvert les tabs. J'ai un petit shell comme ça, qui tourne sur le 4200. Et j'ai aussi deux pages, donc j'en ai une qui tourne sur le 4201 et j'en ai une qui tourne sur le 4203. Qui affiche en fait, le 4203 et 4201, c'est des satellite applications qui sont ouvertes là en mode standalone et qui, une fois, quand j'ouvre le shell, je peux aussi y accéder du coup en mode intégré. Et j'ai fait volontairement en fait ces applications en mode standalone utilisent toutes Angular Material, mais utilisent des tokens avec des valeurs différentes. Donc vous allez voir, les boutons n'ont pas les mêmes radius, c'est pas la même couleur de thème, etc. Et en fait, vous pouvez voir que dans la version assemblée, donc dans le shell, si jamais je load campagne, j'ai un truc un peu bizarre. J'ai mon titre du shell, il est bleu, mais le titre de mon application campagne, il est orange. J'ai des boutons qui sont bleus et des boutons qui sont rouges. Des fois, j'ai des radius qui matchent, des fois, j'ai des radius qui ne matchent pas. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt d'arriver à unifier un petit peu toutes ces pratiques-là. Et pour ça, en fait, ce qu'on a, en fait, c'est qu'on a deux librairies. On a une librairie qui s'appelle CDS Librairie qui va donner le set de composants. Et on a le CDS Style qui va donner le set de style à appliquer par-dessus les composants matériels. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ici, dans mon application campagne, dézoomer un peu parce que non, si c'est bon gros. J'avais en fait un theming qui était fait vraiment custom. Donc là, je définissais vraiment, j'allais remplir les variables CSS de matériel comme ils le font dans leur thème. Quand vous chargez, je ne sais pas si vous êtes familier, mais quand vous chargez le Bluepink ou ce genre de choses, si jamais vous ouvrez le fichier CSS associé, c'est ce genre de contenu que vous allez avoir. Bon, là, du coup, comme j'avais tout défini dans la partie campagne, je vais dire non, n'utilise pas ça. En fait, on va utiliser le truc qui est partagé pour tout le monde et qui s'appelle, qui est le CDS Style. Comme ça, en fait, tout le monde va utiliser la même chose. Donc, je vais juste relancer parce que des fois, il n'aime pas trop quand je fais ça. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que là, du coup, on va avoir quelque chose de beaucoup plus smooth quand il aura redémarré. Voilà, donc là je suis à l'intérieur du coup ce coup-ci de mon shell mais qui load l'application campagne. Mais là en fait du coup j'ai bien mon style qui est coordonné parce qu'en fait c'est le même fichier d'overriding qui va overrider matériel et chez campagne et chez shell. Donc du coup là j'ai plus l'expérience, en tant qu'utilisateur je n'arrive pas à distinguer l'un de l'autre, ce qui est une bonne chose.
Voilà. Donc après, la question c'est, ok, un design system, il y en a plein. Et du coup, chez Criteo, bah, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend Material? Est-ce qu'on prend Fluent? Est-ce qu'on prend celui d'Apple? Enfin, plein de questions qui se posaient là-dessus. Ça, c'est un choix qui a été fait il y a assez longtemps. Et donc, le trade-off qui a été fait, c'est qu'en fait, chez Criteo, on veut aller très vite sur la partie front, parce que vous l'avez compris, ce n'est pas notre cœur de business. Nous, on veut des UI qui sont rapides à implémenter pour que ça marche, parce qu'on est principalement en B2B. Et bah, du coup, quand on fait des compromis, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des petits copains ou des copines, bah, quand vous faites des compromis dans le couple, souvent ça finit comme ça. Nous, c'est un peu ce qui s'est passé en fait. On s'est dit, ouais, on va aller vite, et en fait, au final, on finit avec quelque chose dont on n'est pas super content. Enfin, ni les UI, ni les développeurs sont contents du résultat. Je vais vous expliquer pourquoi. La première question, c'est, ok, je dois faire un design system component. Jusqu'à quelle profondeur est-ce que je le build? Est-ce que en fait, je le fais au niveau natif? Est-ce que je le fais au-dessus de mon framework? Ou est-ce que je le fais au-dessus d'un design system existant, enfin d'une implémentation d'un design system existant? Et en fait, chez nous, on a la majorité des applications qui tournent, qui sont en Angular. Et en fait, React même, on a des applications qu'on a récupérées en React, mais c'est plus dû à des rachats d'autres sociétés. Donc on était vraiment Angular Principal, et ce qu'on voulait, c'était aller le plus vite possible. Donc on n'a pas implémenté au-dessus du CDK, on a directement implémenté au-dessus de Material. L'avantage, c'est que là, du coup, le coût, il est minimal, parce qu'en fait, tout est prêt, les boutons sont prêts, les form fields sont prêts, enfin, on a énormément de choses qui sont déjà ready. Par exemple, vous avez des NG0, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent NG0 dans la salle. C'est un design system qui a été implémenté au-dessus de CDK, c'est-à-dire qu'ils ont réécrit les boutons, ils ont réécrit les form fields, etc. Enfin, il n'y a pas de form field du coup, mais ils ont réécrit tout ça, mais ils se basent quand même sur CDK pour tout ce qui va être la notion d'overlay, etc. Et en fait, on va avoir l'API qui va être plus ou moins la même, mais par contre, ils ont beaucoup plus de liberté sur le design des composants. Nous, non. Nous, du coup, on a pris Material, puis on a mis du CSS dessus, et tadam, ça a fait notre design system Criteo. Donc sous le capot, en fait, ça donne ça. Et ne faites pas ça. En fait, ce que vous allez vous retrouver, c'est à dire, ok, comment c'est fait l'HTML d'un bouton une fois généré dans le DOM? En fait, je vais aller chercher ces éléments-là, je vais prendre les classes, et en fait, je vais rajouter du CSS maison. Et puis ça va jusqu'à ce que ça ressemble à ce que notre UI team nous demande de faire. Donc ça, c'est très bien, ça marchait hein. Franchement, ça marchait bien. Et le problème, c'est qu'en fait, on sort de la partie theming, on rentre plus dans de la customisation qui, du coup, n'est pas supportée. Parce qu'en fait, on faisait des choses qui, du coup, ne correspondaient plus du tout à la spécification matérielle. Ça veut dire que, du coup, l'équipe Angular Material, elle respecte les spécifications matérielles. Et du coup, si jamais le matériel prenait un tournant, et il se pouvait que nous, on reste sur le carreau. C'est ce qui s'est passé. Dans la version 14 à la version 15. Alors là, vous avez un bouton en version 14 et vous avez sa correspondance et son écriture en version 15. Il y a zéro changement, c'est pas le jeu des 7 différences, c'est la même chose. Donc c'est très bien. Sauf que ça, c'est comment est structuré un bouton en V14. Donc il y a 3 spans au même niveau, il y a un mat button wrapper, il y a un mat button ripple et un autre. Ça, c'est en version 15. Il n'y a plus du tout les mêmes spans, il n'y a plus du tout les mêmes classes. Donc là, en fait, nous, ça a fait Picasso partout d'un coup. Donc on s'est pris une migration qui a pris 1 an et demi. Mais on s'est dit, d'un autre côté, on n'a pas payé cher pour le faire. Donc, c'est peut-être un win. Pour autant, sur la nouvelle version, il y a une façon un peu plus nette, un peu plus structurée et surtout assurée par la team Angular Material de customiser en fait, les radius d'un bouton ou ce genre de choses. L'avantage de cette API, c'est qu'elle permet de sortir un petit peu des règles matérielles. Vous allez pouvoir définir un radius sur un bouton qui potentiellement ne correspond plus à un radius d'Angular Material. Pour autant, vous allez utiliser le token field container shape qui va du coup shape ces radius, qui va changer le radius d'un bouton de type field, et vous pouvez mettre une valeur qui n'est pas du tout supportée par Material, mais c'est pas grave parce que ce token-là sera supporté par Angular Material, et le jour où en fait ils feront une migration et que sous le capot ils changeront la structure interne, ils assureront que votre field container shape sera toujours valide.
Donc voilà, donc nous on a commencé en fait à faire des migrations de façon à essayer de faire en sorte que tous nos composants qui faisaient du wrapping un peu sale de matériel le fassent en suivant ce Theming API. Vu le temps, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment deep sur le truc. Par contre, en fait, le repo est open source. Enfin, vous pouvez vraiment regarder un petit peu toute la structure qui a été faite sur tous les boutons matériel en overriding et tout. Je vous le montre très vite fait, mais par exemple, en fait, si jamais du coup je vais donc dans ma libs, si jamais je vais dans style, vous avez un fichier qui s'appelle button, et en fait vous allez avoir override button, et là vous allez avoir, alors il faut que je dézoome un tout petit peu pour que j'arrive à y voir, mais là en fait voilà, vous avez le mat button override, et en fait vous avez tous les différents champs qui sont setés, donc voilà. Et tout ce NX Workspace, c'est sur mon GitHub perso, il n'y a pas de code Criteo propriétaire, donc vous pouvez le check out, jouer avec et regarder un petit peu comment c'est fait. Donc après, vous pouvez aussi customiser un petit peu les palettes de couleurs. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est fait dans ce repo-là. Je définis des couleurs custom qui correspondent du coup à nos couleurs à nous. Donc je redéfinis le primary, secondary, etc. Pour ça, vous avez une API qui est supportée. Donc la doc, c'est pareil, c'est celle-là. Et ça se fait de cette façon. Je passe un peu vite, je suis désolé, mais une demi-heure, c'est un peu court. Sur la typographie, même chose. Il faut savoir que du coup, chez Material, vous avez 6 niveaux de typographie. Vous avez display, body, title et d'autres que j'ai oubliés. Et en fait, sur chacun de ces niveaux-là, vous avez la taille small, la taille medium et la taille large. Et en fait, si jamais vous redéfinissez body ou si jamais vous redéfinissez ça, bah, automatiquement, le texte que vous allez avoir dans une mat card, et ben en fait, il va être changé parce que ça utilise body. Donc en fait, vous allez changer un peu massivement tous les conteneurs qui utilisent le type body. Pour autant, si jamais, nous, l'approche qu'on a choisi de faire, c'est plus d'aller redéfinir les tokens de font et de family à l'intérieur de chaque composant. Comme ça, on maîtrise vraiment bien ça. Donc, vous avez ça à l'intérieur de... typiquement, si jamais j'ouvre... je parlais de la card. Voilà. La card, si jamais je vais dans styling, et ben en fait, vous voyez que si jamais je mets font... En fait, je peux vraiment maîtriser le title text font et le subtitle text font. Donc, si jamais vous le faites à ce niveau-là, c'est un niveau en dessous de si jamais vous le définissez de manière globale. Donc, nous, on a décidé de tout redéfinir au niveau composant. Comme ça, on va vraiment regarder directement dans le composant ce qui se passe. Pour autant, voilà, c'est un ongoing process. J'avais levé une issue parce qu'en fait, on pouvait changer la taille du bouton, mais on ne pouvait pas changer le touch point. Donc en fait, grosso modo, la taille d'un bouton, d'un Unicorn button, de base chez Material c'est 48. Angular Material en token disait tu peux mettre 32 si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en fait, pour cliquer, ça cliquait quand même sur un touchpoint de 48 pixels de haut. Ce qui faisait qu'en fait, on pouvait cliquer au-dessus du bouton et en dessous, ça marchait. Donc j'avais levé un petit peu une issue en disant c'est possible de pouvoir customiser ça aussi, parce que nous, on a des boutons qui se chevauchent sur le clic, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Et en fait, c'est normal que ce ne soit pas des choses qui soient prévues, parce qu'on est en dehors de leur design system. Donc, c'est une API qui va évoluer. Pour le moment, il y a des choses qu'on continue à faire de manière un petit peu crado, mais au fur et à mesure qu'ils rajoutent des tokens, nous, on sera en capacité de faire de l'overriding de plus en plus propre et surtout de plus en plus supporté. Parce que nous, ce qui nous fait mal, c'est quand il y a des choses qui changent et en fait, qu'on doit tout réécrire. Pour autant, on a des UI qui tiennent à avoir des trucs particuliers, et ça, c'est nos inputs, c'est nos form fields chez Criteo. Et avoir un label qui flotte au-dessus de l'input, pas le fait qu'il soit toujours flottant, mais qu'il soit vraiment au-dessus de l'input, comme ça, avec la bordure ici, et ça demande ça, comme CSS. Voilà. Donc il y a toujours des choses où en fait on a essayé de négocier avec l'équipe, on a dit c'est vraiment critique pour vous d'avoir ce truc-là? Oui. Bon ok, on le maintient comme ça. Et donc ça c'est du code qui va casser bientôt. Mais bon, voilà. Donc je regarde juste, je vais assurer un petit peu les types and tricks. Donc bon, là-dessus en fait sur la partie qu'on a ici, là sur la partie customisation,
je crois que sur ce repo-là, j'ai tout fait by the rules, donc il n'y a pas de, il y a pas de patching CSS un peu sale. Mais du coup, je vais plutôt passer au tip and tricks parce que ça va être la partie un petit peu intéressante. Juste la petite question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas réécrit une full native library de zéro. Bon, c'est un peu off topic, mais en fait, on s'est rendu compte que si jamais vous faites par exemple du lit, donc, voilà, on va redéfinir nos boutons de zéro. Donc là, en fait, on va essayer de se placer même en dessous du framework. On fera des wrappers pour React et des wrappers pour Angular. Mais en fait, on s'est retrouvé dans des questions du style, je définis mon bouton. Est-ce que dans le HTML qui est rendu, je rends un bouton, ou est-ce que je rends du coup des spans et ce genre de choses, mais mon composant en lui-même c'est un bouton. Parce que dans un cas, en fait, je suis niveau accessibilité, c'est bon parce que j'ai un bouton. Le problème c'est qu'il est sur le niveau juste en dessous du composant que j'ai défini. Donc ce qui veut dire que toutes les propriétés HTML natives d'un bouton, il faut que je les passe en one-one sur l'élément qui est juste en dessous. Et dans l'autre cas, en fait, je définis un truc qui n'est pas un bouton. Donc je prends énormément de risques d'un point de vue accessibilité, mais d'un autre côté, du coup, je n'ai pas un bouton qui est nested dans un truc que j'appelle bouton, donc c'est plus propre. Et en fait, on s'est posé ces genres de questions, et en fait, on s'est rendu compte que tout expert qu'on était, personne ne connaît HTML, en fait. Enfin, HTML5, c'est le truc qui a un nombre de variables, de propriétés, ce genre de choses. Enfin, on oublie forcément un truc. Et le petit truc qui est marrant, c'est qu'on a suivi Spectrum, qui est le design system de chez Adobe. Et en fait, on voit qu'ils sont partis, donc ils ont fait une full implémentation en lit d'un truc qui leur a pris vraiment longtemps, c'était super stylé. Et en fait, leur V2, ils cassent complètement tout parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de problèmes d'accessibilité. NG0, si jamais vous connaissez peut-être Nicolas Friserin, qui est un GDE français qui tourne pas mal dans la communauté Angular, il est main contributeur de NG0 et en fait, niveau accessibilité, il dit c'est un casse-tête. Du coup, on s'est dit, on va peut-être pas faire ça parce qu'on va se tirer une balle dans le pied, sachant que dans l'équipe, on est 5, dont 2 qui travaillons sur le design system component. Donc, non, on ne peut pas faire ça. Les tips and tricks. Alors, par contre, vous pouvez utiliser Angular pour améliorer une meilleure DX, donc une meilleure expérience auprès de vos utilisateurs, mais aussi pour pouvoir potentiellement faire des choses qui ne sont pas forcément supportées par Material. Par exemple, chez Material, vous n'avez pas de notion de bouton small ou bouton large. Chez nous, on a ça, on a des différentes tailles de boutons. Il n'y a pas de token du coup qui est mat MDC large button 8, ça n'existe pas. Par contre, il y a un token qui contrôle la height d'un bouton. Et du coup, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a un input qu'on va mettre du coup sur un CDS button directive. Ce CDS button directive, il va avoir pour selector tous les selectors de Angular Material. C'est-à-dire que nos utilisateurs, ils font un button avec mat button, ils n'ont pas besoin, en plus de rajouter notre CDS directive, automatiquement, de façon silencieuse, elle va s'appliquer, parce qu'elle a exactement les mêmes selectors que celle de Material. Sauf qu'elle rajoute des inputs, dont l'input size, qui fait qu'en fait, la personne, elle va déclarer CDS size, elle va mettre small, et ça va appliquer, du coup, un attribut CDS size small. Et en fait, nous, on va redéfinir, du coup, en fait, dans small, on fait le mat button override, donc on suit vraiment l'API Material, et en fait, on change le field container 8 pour mettre la bonne taille. Donc voilà, il y a moyen quand même d'arriver à filouter, mais en faisant quand même du code qui sera maintenable et qui ne cassera pas dans les prochaines versions de Material. Faites-moi confiance, j'essaie de passer vite. Hop, il reste 2 minutes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si jamais par exemple, vous avez, en fait, dans vos UI, ils vous disent, ok, à l'intérieur d'une table, un bouton, dans une cellule de table, il est forcément small. Et que, en fait, vous savez que potentiellement des développeurs ou des UX vont oublier ce détail-là. Et en fait, vous allez définir un CDS default option, donc un injector token. Du coup, de base, le small, en fait, il va prendre en valeur par défaut, je l'avais mis juste avant en plus, je remonte juste, là, tac. En fait, le size small, là, l'input, il prend le default option size qui vient justement de ce token, qui n'est pas dans la slide ici, mais qui est dans le code. Et en fait, quand vous êtes du coup dans la table directive qui, elle, va silently trigger la mat table, elle va appliquer la valeur par défaut small
sur le CDS button default. Ce qui fait que, en fait, tout seul, sans que le développeur ait à mettre CDS size small sur son bouton dans une table, et ben dans une table, il l'aura en small, parce que ça va le forcer. Donc voilà. Et après, du coup, il y a différentes choses complémentaires. C'est plus en fait lié à du micro-front-end. Quand vous allez être quand vous allez charger en fait des applications à l'intérieur d'autres, vous allez chercher en fait à encapsuler le style pour éviter qu'en fait le style du shell déborde sur le style de la satellite application. Et pour ça, en fait, vous allez appliquer le encapsulation shadow DOM. Donc, je montre juste typiquement dans, je fais vite parce que je suis un peu hors time là, dans le entry component, qui est le composant qui est satellite composant qui est chargé. Mais en fait, du coup, j'ai le view encapsulation shadow DOM. Pour autant, en fait, le problème de ça, c'est que tout ce qui va être overlay, modal ou ce genre de choses, ça va quand même s'ouvrir au niveau du body. Donc si jamais vous faites ça, ben, en fait, campagne, tout va bien s'afficher. Par contre, dès qu'il va ouvrir sa modal, ben, en fait, il va quand même prendre le style du shell. Ben, pour ça, en fait, du coup, il y a un petit trick qui est moyennement correct, mais enfin, qui marche bien chez nous. En fait, ça va être d'aller choper l'implémentation du overlay container, de l'extend, de la redéfinir, et d'aller en fait faire en sorte que le overlay s'ouvre au niveau du root élément. Donc au niveau en fait de mon campaign root entry component. Et comme ça en fait j'arrive à faire en sorte que mon overlay s'ouvre à l'intérieur de ma satellite application et non pas au niveau du body. Voilà, et le dernier truc, c'est si jamais vous devez donner des tools pour que les personnes puissent faire du layout. Nous, avant, on servait un petit peu à la façon Bootstrap des helpers, des classes helpers pour faire du margin, du padding ou ce genre de choses. En fait, c'est pas mal de filer directement Tailwind, mais en fait, vous pouvez définir la liste des core plugins que vous filez. Si jamais vous voulez éviter que la personne elle fasse un color red 500 sur votre élément parce qu'on ne veut pas qu'il modifie la color, par contre, faire un text center, ça vous l'autorisez. En fait, vous autorisez une certaine liste de plugins que vous exportez cette Tailwind conf, et en fait, eux, ils l'utilisent dans leur projet juste en faisant, en fait, ils importent votre Tailwind conf, et c'est juste ça, en fait, leur Tailwind conf. Hop, 16. Ouais, on va boucler, hein. Merci.